Depuis 2024, on savait que le temps de vie du LMNP et plus généralement de l'immobilier en France était compté. Mais là, avec ce qui vient d'être voté au niveau du projet de loi finances 2025, on se rend vraiment compte d'à quel point le gouvernement veut enterrer tous les petits investisseurs. Et comme si on ne se faisait pas déjà assez matraquer par les impôts, on va bientôt devoir payer encore de nouveaux impôts lorsqu'on revendra nos biens. Et bien sûr, tout cela est rétroactif. Donc comme je le disais dans l'intro, là on est actuellement en train de se faire rouler dessus par le gouvernement. Et quand je parle de se faire rouler dessus, faut imaginer là qu'on est des fourmis et que le gouvernement c'est un 36 tonnes. Donc les chances de survie, approximativement, je parierais pas dessus. Bon, maintenant que cela est dit, je vais t'expliquer un peu le déroulé de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà dans un premier temps dégrossir toutes les mesures phares du projet de loi finances qui nous concernent donc en immobilier. On s'attardera également sur la réforme du statut LMNP, parce que c'est ce que tout le monde veut, c'est savoir à quelle sauce on va être mangé. Et dans un second temps, on verra comment est-ce qu'on peut faire pour anticiper tout ce qui va venir. Est-ce qu'on va pouvoir quand même s'en sortir? Et je te donnerai également à la toute fin de la vidéo ma méthode que j'applique à l'heure actuelle et qui me permet, je vais pas dire de bypass tout ce qui va être mis en place, mais déjà on va dire d'alléger la charge qu'on va se prendre sur la tronche. Et déjà, oui, j'oublie de le préciser. Faut savoir que le projet de loi finances est passé au 49.3. Il n'a pas été voté, il n'a pas fait l'unanimité. Donc, en fait, là, ce 49.3, faut savoir un truc, c'est qu'il ne sera pas soumis à la censure parce que les socialistes ont refusé de voter la motion de censure s'il devait y en avoir une. Donc, dans tous les cas, ce qui est dit là est passé, on ne reviendra pas dessus et il faudra juste en faire avec. Donc, comme je disais, attaquons. Exonération des dons familiaux. Un don jusqu'à 300 000 € des parents ou grands-parents aux enfants ou aux petits-enfants est exonéré de droits de mutation s'il est utilisé pour l'acquisition d'une résidence principale et si le bénéficiaire y reste au moins 5 ans. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les parents ou les grands-parents donnent à leurs enfants ou aux petits-enfants une somme d'argent jusqu'à 300 000 €, ils ne vont pas payer de droits, en fait, sur cette somme, sur les 300 000 premiers euros. C'est-à-dire que on va appeler ça, oui, ce sont des droits de mutation, mais en gros des frais de notaire un peu, donc des impôts sur les 300 000 premiers euros. Par contre, s'ils donnent 350 000, en gros, ils paieront sur les 50 000 €, qui donc au-delà des 300 000. Donc bon, après, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de donner 300 000 € cash comme ça à ses enfants ou ses petits-enfants. Ça concerne que très peu de gens. Déjà, moi, je connais pas beaucoup de personnes qui puissent ne serait-ce que donner 50 000 € comme ça à leurs enfants. C'est déjà beaucoup d'économies, c'est énormément d'argent. Donc c'est vrai que c'est quand même assez délicat. Et au final, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de personnes de concernées. Bref, passons maintenant à la suite. Déjà, l'augmentation des frais de notaire. Les droits de mutation augmentent légèrement, entraînant un surcoût d'environ 1000 à 1500 € pour un bien de 300 000 €. Cette hausse ne concerne pas les primo-accédants. Donc les primo-accédants, c'est si vous achetez votre première résidence principale. Là, en l'occurrence, ça ne vous concerne pas. Par contre, pour tous les autres qui ont déjà fait des achats, eux, ça va les concerner. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo là-dessus. Je te la mettrai en fiche pour que tu puisses aller la voir si ça t'intéresse. Mais comme déjà, si on n'avait pas assez d'impôts, de frais de notaire à payer lorsqu'on fait un achat, non, on vient encore nous en rajouter, parce que faut croire qu'on ne paye pas assez. Donc là, ça représente un surcoût d'à peu près 0,5%, donc il faudra voir ce que ça va donner exactement. Parce que là, cet argent, d'ailleurs, il va pas dans la poche du notaire. Non, là, c'est dans la poche de l'État. Ce qu'on appelle ça frais de notaire, mais ce sont des droits de mutation en réalité, et il n'y a qu'une petite partie qui va justement au notaire. Tout le reste, c'est l'État. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on fait une vente, les notaires gueulent souvent quand on utilise le terme de frais de notaire, parce que cet argent ne va pas pour eux. Mais bref, ça c'est un autre débat. Ensuite, on a la réduction du budget de MaPrimeRénov'. Moins de financements seront disponibles pour la rénovation énergétique, ce qui risque de freiner la transition écologique et la remise sur le marché des logements G. Oui, parce que là-dessus, d'ailleurs, il faut savoir que le budget PrimeRénov' diminue, l'enveloppe globale que l'État alloue à toutes ces rénovations diminue. On baisse d'à peu près 32% par rapport à 2024. D'ailleurs, là, je l'ai sorti... 2024. Donc on passe de 3,1 milliards à 2,1 milliards d'euros seulement. Donc là, le seul conseil que je peux te donner, c'est que si tu as les travaux à faire
et qui sont éligibles PrimeRénov', je te conseille de faire ton dossier au plus vite, parce qu'à mon avis, quand on va arriver déjà à la moitié de l'année, ça va être très compliqué, et si ça se trouve, il y aura carrément même plus de budget pour que tu puisses bénéficier de ces aides. Et on te dira de revenir en 2026. Et sauf qu'en 2026, le budget sera encore baissé, et ainsi de suite, et ainsi de suite chaque année, jusqu'à ce que ça n'existe carrément plus, parce qu'il n'y aura plus de pognon dans les caisses. Il n'y en a déjà plus, mais ça c'est autre chose. Donc, honnêtement, je te conseille vraiment, comme je te disais, si tu as des travaux à faire, fais ton dossier au plus vite. Et en plus, si tu passes par un organisme privé, bon, ça devrait aller assez vite, mais si tu passes par un organisme public, compte au moins 6 mois de délai. Donc, fais-le au plus vite. Ensuite, on a l'extension du PTZ, donc le prêt à taux zéro. Il s'applique désormais partout en France, y compris aux maisons individuelles et aux immeubles collectifs, ce qui pourrait relancer la construction neuve et aider les primo-accédants. D'ailleurs, là, c'est un truc que j'apprends parce que je ne savais pas que c'était qu'à certains endroits, que c'était pas partout en France. Mais bon, content d'apprendre quelque chose. Y compris aux maisons individuelles et aux immeubles collectifs. Oui, donc c'est par rapport au fait que c'était pas appliqué partout, je pense. Pour les immeubles, oui, je savais que c'était compliqué parce que normalement, c'est pour un lot unique. Normalement, c'est pour habiter dedans, le prêt à taux zéro. Et attention, le prêt à taux zéro, il n'est pas confondre avec l'éco-PTZ, donc l'éco-prêt à taux zéro, où là, c'est par rapport à un bouquet de travaux, c'est encore différent. Ce n'est pas juste le PTZ de base. Bon, on va maintenant passer donc sur la réforme du statut LMNP. Donc là, on a beaucoup de points à aborder. Donc, je te conseille d'être attentif. Lors de la vente d'un bien en LMNP, donc loueur meublé non professionnel, pour ceux qui ne savent pas, les amortissements réalisés seront réintégrés dans le calcul de la plus-value, augmentant ainsi l'imposition sur la revente. Donc ça, c'est vraiment pour schématiser tout ce qui a été fait. Mais il y a d'autres choses. Déjà, la réforme du LMNP est actée dans le PLF 2025. Donc comme je te le disais, on ne reviendra pas dessus, il n'y aura pas de motion de censure qui sera votée. Il n'y a plus de retour en arrière possible, donc c'est ce que je t'expliquais. La nouvelle fiscalité impacte directement les investisseurs en location meublée. Donc là, c'est pas pour le nu, c'est pour le meublé, loueur meublé non professionnel. Changement majeur dans le calcul de la plus-value. Désormais, les amortissements réalisés seront déduits du prix d'acquisition. Cela entraîne une plus-value plus élevée et donc une imposition plus lourde. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, on va faire très simple. Vous achetez un bien 100 000 €. Vous le revendez, je dis n'importe quoi, dans 10 ans et vous avez amorti donc 50 000 € dessus. C'est-à-dire qu'on part du principe que votre bien s'est dévalué à hauteur de 50 000 €. 10 ans, je prends sur un crédit sur 20 ans, on est à la moitié, on simplifie les calculs. Donc, vous le revendez 150. Donc vous vous dites, je fais une plus-value de 50 000 €, donc je vais payer des impôts sur 50 000 €. Non, ça c'était avant. À l'heure actuelle, ce qui va se passer, vu que les amortissements vont être réintégrés au moment de la revente, vous avez amorti 50 000 €. Donc c'est comme si votre bien ne coûtait plus que 50 000 €. Donc 50, 150, il y a 100 000 € entre les deux, donc votre plus-value sera en réalité de 100 000 €. Comme ça aurait été le cas pour une société standard qui réintègre ses amortissements. C'est-à-dire que sur 50 000 €, on va partir sur 36,2, on va pas compter des abattements ou quoi, mais on va partir sur l'impôt à la plus-value, donc 36,2%. Vous auriez payé en réalité que 18 000 et quelques euros, on va arrondir. Donc 18 000 et quelques euros sur 50 000. Sauf que là, sur 100 000 € de plus-value, vous payez 36 000 €. Là, vous doublez ce que vous allez devoir payer à l'État. Donc après, il y a deux écoles à ce niveau-là. Il y a ceux qui vont dire « Ouais, mais au moins, étant donné qu'on profite des abattements chaque année pour réduire l'imposition, il est normal qu'ils soient réintégrés à la revente. » Comme ça, on est sur la même base que les sociétés, et donc c'est égal pour tout le monde. Et de l'autre côté, t'as ceux qui vont dire, mais étant donné que c'était une niche fiscale très intéressante, ça aidait quand même beaucoup le parc immobilier français à se rénover, parce que les gens aimaient bien investir en allant sur du LMNP. En soi, comme ça, comme je disais, le parc immobilier se rénovait, il y avait des biens à la location, des biens à la vente, bref, ça tournait. Mais si à l'heure actuelle, on rabote en fait tous les avantages dont pouvait bénéficier le LMNP, le problème c'est que on peut se poser la question, est-ce que le parc immobilier français ne va pas sévèrement se dégrader parce que les gens préféreront investir ailleurs plutôt que
en LMNP? Est-ce qu'ils préféreraient pas aller investir, je sais pas, en bourse, sur les cryptos, n'importe quoi? Parce qu'au final, le risque serait peut-être moins élevé. Donc ensuite, on va voir les exceptions à cette réforme. Les résidences étudiantes, les EHPAD et les résidences seniors ne sont pas concernés. Oui, il faut savoir que si on investit sur des biens spécifiques comme ça, bon, autant dire des biens qui ne sont pas rentables ou on perd de l'argent, on ne sera pas concerné par toute cette réforme. Elles pourront continuer à amortir sans impact lors de la vente. Donc là, il n'y a rien qui change, on reste comme avant. Mais bon, comme je disais, vous perdez de l'argent pendant toute la durée de détention. Donc, c'est vous qui voyez. Personnellement, j'irai pas là-dessus. L'imposition reste progressive selon la durée de détention. Donc, exonération totale de l'impôt sur la plus-value après 22 ans et exonération des prélèvements sociaux après 30 ans. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas pris en compte au niveau des abattements qui vont être appliqués à partir de la 6e année de détention. Mais bon, 22 ans, 30 ans, dans le cadre d'un investisseur long terme qui prépare sa retraite, ok, je veux bien. Pour les autres, en général, on revend avant la fin du crédit, souvent, donc avant 20 ans. Donc ça nous concerne pas réellement. On va gratter un petit peu, mais ça sera pas foufou. Quand la réforme s'applique-t-elle? Donc dès la promulgation de la loi, dans les jours à venir, aucune clause du grand-père, elle concerne tous les propriétaires actuels. Oui, donc en fait, la clause du grand-père, ça dit que pour les gens qui ont déjà acheté, ils bénéficient de l'ancienne loi. Et c'est que lorsqu'on va faire un nouvel achat, une fois que la loi a été promulguée, c'est là qu'on sera sous le régime de la nouvelle loi. Non, là en l'occurrence, il n'y a pas de ça, et en plus, c'est rétroactif. Donc, comme je disais, si vous avez déjà acheté quelque chose, que là vous le vendez cette année, vous allez vous retrouver à 36,2 d'impôt. Ça, il ne faut pas l'oublier. Une vente rapide avant la mise en application reste possible. Bon, la mise en application, là, ça va être fait incessamment sous peu. Donc, à moins que vous soyez capable de faire une vente dans la semaine, ça va être compliqué. Si on avait été en Bulgarie, à la rigueur, ou dans d'autres pays de l'Est, où on peut payer en crypto, j'aurais dit, ok, pourquoi pas, c'est instantané, mais en France, ça va être, avec tous les délais légaux, tout ça, ça va être très compliqué. Les donations et successions échappent à la nouvelle fiscalité. Un bien transmis par donation avant la vente ne subira pas l'impact des amortissements réintégrés. L'administration fiscale pourrait cependant fermer cet échappatoire à l'avenir. Oui, ça c'est possible. Mais en fait, ça c'est quelque chose, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne suis pas assez calé à ce niveau-là, au niveau des donations et successions qui échappent à la nouvelle fiscalité. Je suis pas vraiment calé là-dessus. Moi en général, c'est mon notaire qui s'occupe de tout ça. Et j'ai également un conseiller patrimonial qui s'en occupe. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus, je voudrais pas dire n'importe quoi. Le casse-tête pour les notaires et les contrôles fiscaux. Les notaires devront recalculer la plus-value en réintégrant les amortissements. Ça va être un peu compliqué. Problème, comment récupérer ces données si le bien a changé plusieurs fois de régime fiscal? Donc, imaginez que vous étiez de base en location nue, donc déficit foncier standard. Ensuite, vous l'avez passé en LMNP au régime microbique. Et ensuite, vous l'avez passé au régime réel. Là, ça va être très compliqué. Donc, je pense qu'ils vont prendre une valeur standard, qui sera bien sûr pas en notre avantage. Et à mon avis, on ne sera clairement pas gagnant. Et si ça se trouve, on va être obligé de passer par un expert comptable, donc payant encore en plus, pour faire tout ce calcul. Et tout en conservant, bien sûr, tout ce qui a été fait avant, toutes les factures, tout. Va falloir tout garder pour être capable de justifier lorsque la vente se fera. Après, à l'heure actuelle, pour les gens qui détiennent des biens où ça fait plus de 10 ans et ils n'ont pas forcément gardé les factures parce qu'ils se sont dit c'est bon pour les garanties, il n'y a plus besoin, il n'y a plus rien, en se disant la loi ne va pas changer. Là, je ne sais pas trop comment ça va se passer et à mon avis, ça va être très compliqué. Peut-être que dans la première année de l'application de la loi, va y avoir un petit peu de laxisme, mais à mon avis, après, on va en prendre plein la tronche. Et pour finir, aucune échappatoire avec le régime micro-BIC. Donc c'est le régime que beaucoup de personnes choisissent parce que il n'y a pas besoin d'experts comptables, il n'y a rien besoin, ils font juste leur déclaration sur leur relevé d'impôt, les gens, et puis c'est réglé. Même au micro-BIC, l'administration fiscale considère que l'abattement inclut implicitement des amortissements. La plus-value sera donc recalculée comme si le régime réel avait été appliqué. Donc c'est pour ça le régime micro-BIC ne sert absolument à rien, absolument plus à rien du moins. Et aujourd'hui, il faut clairement passer en réel, parce que dans le BIC, on ne bénéficie pas d'amortissement, on est souvent d'ailleurs perdant, tandis qu'au réel, au moins, on en bénéficie, on peut vraiment moduler son imposition
en fonction des travaux qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu décaisser en soi. Donc moi j'invite vraiment tous ceux qui ne sont pas au réel, clairement à passer au réel. Donc pour les personnes qui étaient par exemple en location courte durée, qui étaient à 71% d'abattement sur l'ancien régime au niveau du BIC, là ça ne sert plus à rien, il faut vraiment passer en réel. Parce que c'était le seul qui pouvait en soi être un peu intéressant. Mais là, ça n'est même plus le cas. Donc ensuite, l'impact négatif pour les investisseurs LMNP. Cette réforme rend l'investissement en meublé beaucoup moins attractif. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Peut-être que le parc immobilier va se dégrader parce qu'il y aura beaucoup moins d'investisseurs sur le marché. Cela pourrait ralentir l'économie et impacter le secteur du bâtiment et des promoteurs. Comme ce qui s'est déjà passé au niveau du neuf, qui a eu énormément de promoteurs qui ont mis la clé sous la porte, et par conséquent, par effet domino, il y a beaucoup de pros du bâtiment qui se sont cassés la figure aussi parce qu'ils n'avaient plus de chantier, ou alors il y a eu des cessations de paiement, et donc ça a été très compliqué et beaucoup ont mis la clé sous la porte. La nouvelle méthode de calcul des plus-values entraîne une fiscalité plus lourde, touchant aussi bien les régimes réels que micro-BIC, donc ce qu'on a vu juste avant. Sauf exception pour certains biens spécifiques, donc les résidences seniors, les étudiantes, etc., comme je l'expliquais. Mais bon, ça, ce sont des trucs qui ne sont pas rentables. Et quand je dis pas rentable, c'est la même chose que, par exemple, quand vous allez à la banque et qu'on vous propose du Pinel, du Allure, des trucs comme ça. C'est absolument à fuir, clairement. Ensuite, le gouvernement veut relancer l'immobilier. C'est vrai que en faisant comme ça, c'est une très bonne idée. Bah oui. L'exonération des dons et le retour du PTZ sont des mesures destinées à stimuler l'accession à la propriété, en particulier chez les jeunes acheteurs. Bon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? On fait une fois de plus les choses à l'envers. On nous dégomme complètement sur une chose pour derrière venir nous dire « Ouais, mais regardez, on vous a filé 3 cailloux, démerdez-vous avec ça. » Non, en fait, commencer par arrêter de vouloir légiférer là-dessus, faire n'importe quoi, et surtout restreindre notre champ d'action, laissez-nous faire comme on veut. Je prends toujours le même exemple, mais l'Argentine, ils ont plus de problèmes d'immobilier à l'heure actuelle. Ils ont supprimé toutes les lois qui entravaient le développement de l'immobilier, donc tout ce qui est au niveau des loyers impayés, où avant c'était dur de dégager quelqu'un, maintenant c'est direct. Tout ce qui est derrière l'encadrement des loyers, ça n'existe plus. Et on voit l'immobilier repart à fond. Et là, nous, on vient toujours nous emmerder encore plus. Et on est là à dire, oh, on comprend pas, l'immobilier va mal. Bah, c'est normal que l'immobilier aille mal. Vous faites n'importe quoi. Mais bon, on pourrait débattre pendant des heures là-dessus, ça servirait pas à grand chose, autant être dans l'action. Donc, effet contrasté des mesures. Si certains dispositifs comme le PTZ sont positifs, d'autres comme la hausse des frais de notaire et la baisse de ma prime rénov risquent de ralentir la dynamique du marché. Donc c'est ce que j'expliquais. Conséquence pour les investisseurs Airbnb et la location meublée, la nouvelle fiscalité sur les amortissements vise en partie les propriétaires en location courte durée, mais son champ d'application dépasse largement ce secteur. Donc c'est ça, ils veulent taper sur une chose, donc nous autres, loueurs en courte durée, mais au passage, les dommages collatéraux, ils sont énormes. C'est ça qui est dingue. On arrive en France à faire des trucs, c'est formidable. Bon, après, je vais pas leur donner des idées, mais si vous voulez juste taper sur le Airbnb, faites des lois qui concernent que le Airbnb. Par exemple, il ne serait possible de louer, même si on est en société, tout ça, il ne serait possible de louer, je dis n'importe quoi, que 90 jours dans l'année. Et puis c'est marre, voilà, c'est tout. Non, là, il y a des dommages collatéraux de malades parce qu'ils veulent juste récupérer du pognon, parce que c'est pas juste entraver ceux qui font ça, c'est qu'ils veulent récupérer le max de pognon derrière. Et ce pognon d'ailleurs, on sait même pas où il va. C'est ça qui est quand même formidable dans ce pays. Et application de la réforme imminente, la modification du régime LMNP devrait être appliquée dans les prochains mois, impactant directement la rentabilité des investisseurs à la revente. Donc c'est ce que j'expliquais, s'il y a une revente à faire, à moins qu'elle soit faite dans la semaine, ça va être très compliqué autrement. Bref, comme tu l'auras compris au travers de tout ce que je viens de t'énumérer, l'immobilier de papa, c'est terminé. Donc l'époque où tu achetais un appart, tu mettais quelqu'un dans cet appart, ça payait le crédit, et puis au bout de 20 ans, tu étais propriétaire et ta retraite était assurée, c'est absolument terminé, ça n'existe plus.
Maintenant, il faut être capable d'anticiper, de s'adapter, hein, parce qu'on se fait rouler sur la tronche toute la journée. Donc à l'heure actuelle, il faut être capable de tout anticiper. Et quand je parle de tout anticiper, c'est aussi bien anticiper le côté législatif, donc être capable de se dire « Ah, peut-être qu'il y a une loi comme ça qui va être votée, donc je vais essayer de prendre de l'avance, je vais anticiper, je vais faire les choses bien », que d'avoir une avance aussi en trésorerie, anticiper sur la trésor. Ça signifie que, par exemple, si demain j'ai une loi, mais vraiment abominable, qui est promulguée et qui m'empêche de louer, par exemple, pendant 6 mois, il faut que ma trésorerie soit capable de l'encaisser. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours que je sois capable de faire encore plus d'argent, que je sois capable de trouver des nouvelles choses, des nouvelles combines, pour pouvoir pallier en fait à tous les bâtons qu'on va me mettre dans les roues. Donc c'est pour ça, après tu fais comme tu veux, mais moi je t'invite sans plus attendre à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'es pas déjà, et consulter toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent, où je t'explique ma méthode pour être capable de dépasser tous ces concurrents sur le marché donc de la location courte durée, et surtout être capable de générer des sommes, mais totalement inatteignable pour un loueur standard. Moi personnellement, par exemple avec un seul appart, je peux générer des sommes 4, 5, 6 000 euros par mois, sans difficulté, en ayant tout automatisé, juste parce que j'applique les bonnes méthodes. Et toutes ces méthodes, justement, je les donne sur ma chaîne YouTube, gratuitement. Donc profites-en, abonne-toi, regarde toutes ces vidéos, et clairement, passe à l'action, n'attends pas. Parce que si tu attends en te disant « Ah oui, mais peut-être que les taux vont baisser, peut-être que la loi va changer, peut-être que ci, peut-être que ça », au final, tu feras jamais rien. Donc passe à l'action sans plus attendre, et dans le pire des cas, si tu ne sais pas par où commencer, tu trouveras dans la description de la vidéo un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Ça sera un appel de 45 minutes, 1 heure, où je t'expliquerai par où commencer, comment faire, et je te donnerai tous les bons conseils. Tu peux aussi jeter un œil à l'e-book que tu trouveras également en description de la vidéo. Ça te donnera 2-3 techniques si tu as déjà un appartement, et comme ça, tu pourras potentiellement commencer à faire monter un petit peu ton chiffre d'affaires juste avec ces 2-3 conseils qui sont dedans. Mais déjà, comme je te l'ai dit, dans un premier temps, abonne-toi à ma chaîne, regarde toutes mes vidéos, et on se retrouve de l'autre côté. Je te dis à plus, salut!